J'ai invité la famille de mon fils à Thanksgiving. Sa femme a répondu, on ne mange pas avec des gens qui ne peuvent pas évoluer. J'ai quand même passé la journée à préparer à manger. Personne n'est venu. Ce soir-là, j'ai donné tous les jouets et le berceau que j'avais gardé pour leurs enfants. Quand ils ont enfin rappelé, la réponse que j'ai donnée a tout changé. Je suis une femme de 63 ans vivant seule dans la même maison où j'ai élevé mon fils. C'est un quartier calme juste à l'extérieur de Dayton, en Ohio. Mon mari est décédé il y a 6 ans. Un cancer du pancréas l'a emporté rapidement. À un moment, nous nous disputions sur ce qu'il fallait regarder à la télé. L'instant d'après, nous étions assis dans le bureau d'un médecin qui nous annonçait qu'il ne lui restait que quelques mois. Il a tenu 3 mois. Après sa mort, mon monde est devenu petit. Mon fils, Aaron, était ma seule connexion qui semblait encore vivante. Il a toujours été un bon garçon. Pas parfait, mais bon. Il appelait au moins une fois par semaine. Nous déjeunions ensemble quand il venait en ville. Je me suis accrochée à ça, peut-être plus que je n'aurais dû. Puis il a rencontré Candace. Elle travaillait dans la tech, quelque chose à distance et compliqué. Elle était vive d'esprit, je ne vais pas mentir. Au premier abord, elle était impressionnante, confiante, s'exprimant bien, polie, mais distante. Avec le temps, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement de la nervosité. C'était sa nature. Tout avait un ton. Chaque conversation avec elle ressemblait à un entretien d'embauche, comme si elle me jaugeait constamment, attendant que je dise quelque chose de travers. La première vraie fissure est apparue à Noël il y a quelques années. J'avais préparé un grand dîner. Candace est entrée, a jeté un coup d'œil à la table et a demandé, la farce est-elle à base de viande? Pas de bonjour. Pas de sourire. Juste une liste de contrôle. J'ai dit oui. Elle n'y a pas touché. A à peine touché à quoi que ce soit. Elle avait apporté sa propre nourriture et ses Tupperware. L'année suivante, elle a appelé à l'avance. Elle a dit que si je voulais qu'ils viennent, je devais promettre de ne rien cuisiner, avec un visage. Pas de dinde, pas de jambon, pas de... Je ne comprenais pas, mais j'ai dit d'accord. J'ai fait un dîner sans viande. Ce n'était pas terrible, mais j'ai essayé. Je lui ai même fait une tarte au chocolat végétalienne. Elle en a pris une bouchée et a dit, « Avez-vous utilisé du lait de coco en conserve? Cette marque contient de la gomme de gare. C'est terrible pour la digestion. » Ça m'a blessée, mais j'ai laissé passer parce que je voulais voir mon fils. C'est à cette partie que je m'accrochais. Puis ils ont eu un bébé. Quand Aaron m'a annoncé qu'ils attendaient un enfant, j'ai pleuré. Je n'avais pas pleuré depuis des années. Je suis immédiatement montée au grenier et j'ai descendu le vieux berceau que mon mari avait construit. Dave l'avait fait de ses propres mains, poncé chaque centimètre, peint en bleu clair. Il avait accueilli notre fils pendant 3 ans. Je l'ai astiqué, réparé les vis, acheté un nouveau matelas. J'ai aussi retrouvé tous les vieux jouets d'Aaron, des cubes en bois, des peluches. J'ai lavé chacun d'eux, pris des photos et les ai envoyées à Candace. Sa réponse: nous apprécions l'intention, mais nous évitons les jouets genrés et les matériaux vintage qui pourraient être dangereux. S'il vous plaît, ne gardez rien pour nous. Juste comme ça. Pas de merci, pas de gentillesse. Je les ai quand même gardés. Je les ai rangés dans la chambre d'amis. Au fond de moi, je pensais qu'elle changerait peut-être d'avis. Puis vint Thanksgiving. J'ai appelé Aaron la semaine d'avant. J'ai demandé s'il venait. Je lui ai dit que je cuisinerais ce qu'il voulait, n'importe quoi. Je voulais juste les voir. Il a dit qu'il parlerait à Candace et me recontacterait. 2 jours plus tard, j'ai reçu un texto d'elle, pas de lui. Nous avons décidé d'avoir notre propre célébration cette année avec des gens qui comprennent où nous en sommes dans la vie. On ne mange pas avec des gens qui ne peuvent pas évoluer. Cette seule phrase, a tout clarifié. Il ne s'agissait pas de nourriture, de jouets ou d'ingrédients. Il s'agissait de moi. Elle pensait que j'étais inférieure, vieille, dépassée, ignorante, inutile. Je n'ai pas pleuré tout de suite. Je suis juste restée dans la cuisine, mon téléphone à la main. J'ai regardé la cuisinière, le frigo,
l'endroit sur le mur où mon mari avait l'habitude de s'appuyer pendant que je cuisinais. J'ai cuisiné quand même, par habitude, par espoir. J'ai rôti la dinde, fait la farce, les patates douces avec des mini marshmallows, le gratin de haricots verts, les mêmes plats que je faisais depuis 1987. J'ai même refait ce pain végétalien sec, au cas où. Mais personne n'est venu. Je me suis assise en bout de table. Une seule assiette, pas de musique, pas de conversation, juste le tic-tac de la vieille horloge murale. Après le dîner, j'ai fait la vaisselle. Je n'ai pas mangé de dessert. Cette nuit-là, quelque chose s'est brisé en moi. Je suis entrée dans la chambre d'amis et j'ai allumé la lumière. J'ai regardé le berceau, les jouets, les livres pour bébé, les petites chaussettes que j'avais achetées au dépôt-vente. J'ai pris l'un des vieux ours en peluche d'Aaron et je l'ai juste fixé. Cela ressemblait à du chagrin, mais ce n'était pas pour mon mari cette fois. C'était pour la famille que je pensais encore avoir. À 1h du matin, je ne pouvais pas dormir. J'ai tout chargé berceau, chaise haute, jouets, couverture, livres dans ma camionnette. Il a fallu 4 voyages. Je n'ai même pas pleuré en le faisant. J'étais anesthésiée. Le lendemain matin, j'ai tout conduit en ville. Il y a un refuge pour femmes près de la gare routière. J'ai dit la vérité à la femme qui s'y trouvait. J'ai gardé tout ça pour mon petit enfant, mais ils n'en veulent pas. Peut-être que quelqu'un ici en voudra. Elle m'a pris la main et l'a serrée. Elle n'a rien dit, a juste hoché la tête. C'était la chose la plus gentille que j'ai ressentie depuis longtemps. Une semaine s'est écoulée. Silence. Puis Aaron a appelé. Salut, maman. Sa voix était nerveuse, comme s'il essayait de paraître décontracté mais n'y parvenait pas. Candace et moi pensions venir ce week-end pour que tu puisses rencontrer le bébé. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai attendu de pouvoir parler distinctement. Pourquoi maintenant? Il a hésité. Je suppose que nous avons juste réalisé que la famille compte. Je me tenais dans le couloir, regardant la photo de lui petit garçon. Il n'y a plus rien ici pour ton bébé, ai-je dit. Tu as fait ton choix. J'ai fait le mien. Il y eut un long silence. Puis la ligne a cliqué. Il avait raccroché. C'était il y a 6 mois. Je ne les ai pas revus depuis, jusqu'à il y a 3 semaines, quand Aaron s'est présenté seul à ma porte. Et ce qu'il m'a dit a tout changé. Aaron est arrivé un samedi matin. Sans prévenir, sans texto, juste sa voiture s'engageant dans l'allée comme avant, quand il était à l'université. J'étais assise dans le salon, pliant du linge. J'ai regardé par la fenêtre et je l'ai vu sortir de la voiture, seul. Pas de porte-bébé. Pas de Candace. Il avait l'air différent. Fatigué. Pas seulement la fatigue du « jeune papa ». Une fatigue d'usure. Son visage était pâle. Ses yeux étaient creux. Ses épaules se sont affaissées quand il m'a vu à la porte. Je n'ai pas ouvert tout de suite. Je suis restée là, attendant, observant. Il a levé la main pour frapper mais s'est arrêté net quand j'ai ouvert. « Salut, maman », a-t-il dit. Je n'ai pas répondu. Je me suis juste écartée. Il a pris ça pour un oui. Il est entré, lentement, comme si le sol pouvait s'effondrer sous ses pas. S'est assis sur le canapé sans y être invité. Je suis restée debout. Finalement, j'ai dit, « Pourquoi es-tu là ?» Il ne m'a pas regardé. Ses yeux sont restés fixés sur la vieille table basse, celle avec la rayure qu'il avait faite quand il avait 7 ans. « Je suis désolé, dit-il doucement. Je suis vraiment désolé. J'attendais toujours. Elle est partie, dit-il. Mon cœur n'a pas bondi. Mon estomac ne s'est pas retourné. Je n'ai rien ressenti au début. Juste à nouveau anesthésié. Quand, ai-je demandé? Il y a 2 mois. Il a dit qu'elle avait pris le bébé, qu'elle avait besoin d'espace, que je n'étais pas assez solidaire. Elle est à Seattle maintenant, avec sa sœur. J'ai dégluti difficilement, et il m'a alors regardé. Ses yeux étaient rouges. Je n'ai pas vu ma fille depuis 8 semaines. Elle ne me laisse pas l'appeler en FaceTime. N'envoie pas de photos.
Elle dit que je suis émotionnellement instable et trop liée à des influences régressives. Ça veut dire toi, maman? Je n'ai rien dit. Je me suis juste assise en face de lui. Je ne t'ai pas défendu, dit-il, la voix brisée. Je l'ai laissé t'exclure. Chaque fois que tu essayais d'aider ou de tendre la main, je la laissais tout arrêter. Je me disais que c'était plus facile de maintenir la paix avec elle que de te défendre. J'ai été faible. Il passa ses 2 mains dans ses cheveux. Je pensais être un bon mari. Je pensais que faire des compromis signifiait maintenir les choses en douceur. Mais j'ai trop cédé. Je l'ai laissé t'exclure, et ensuite elle m'a exclu aussi. Je me suis penchée lentement en avant. Pourquoi es-tu vraiment là, Aaron? Il a croisé mon regard, et pour la première fois depuis des années, j'ai revu mon fils, pas l'homme qu'elle avait façonné. J'ai besoin de ton aide, dit-il. Il a sorti un dossier de son sac, des documents juridiques, des papiers de garde, des textos, des emails. Elle demande la garde exclusive. Prétend que je ne suis pas sûre. Que j'ai laissé des personnes toxiques s'approcher du bébé. Elle t'a nommé dans les documents. A dit que tu avais essayé de lui donner des objets désuets et dangereux et que j'avais exposé notre enfant à une femme réfractaire à l'évolution et aux valeurs parentales modernes. J'ai regardé le dossier, puis lui. J'ai déjà rencontré un avocat, dit-il. Mais le juge penche en sa faveur. Elle a de l'argent. Sa famille l'aide. Je ne te demande pas de prendre parti. Je sais que c'est beaucoup. J'ai besoin de quelqu'un qui se souvienne de qui j'étais, qui puisse dire au tribunal que je ne suis pas ce qu'elle dit que je suis. Je me suis penchée en arrière, croisant les bras. Et pourquoi ferais-je ça, ai-je demandé. Pourquoi devrais-je me battre pour un homme qui m'a exclu de sa vie, qui est resté passif pendant que sa femme me traitait comme une ordure? Ses yeux se sont remplis de larmes. Mais il n'a pas supplié. Il a juste hoché lentement la tête. Tu as raison, dit-il. Je ne mérite pas ton aide. Et pendant longtemps, aucun de nous n'a dit un mot. Mais alors j'ai vu quelque chose. Quelque chose qu'il ne pouvait pas simuler. La honte. Une honte réelle, pesante. Je me suis levée et je suis allée dans la chambre d'amis. Je n'y étais pas retournée depuis la nuit où j'avais tout donné. J'ai ouvert le placard. Une chose avait été oubliée. Un petit livre. Devine combien je t'aime. J'avais eu l'intention de l'inclure dans le tas de dons, mais il avait glissé entre les étagères. Je l'ai ramené dans le salon et l'ai posé sur la table devant lui. Commence par lui lire ça, ai-je dit. Même si elle ne peut pas t'entendre pour le moment. Il a baissé les yeux sur le livre et s'est mis à pleurer. Je ne l'ai pas serré dans mes bras. Pas encore. Mais je ne lui ai pas demandé de partir non plus. C'était il y a 3 semaines. Et hier encore, la sœur de Candace a posté une photo sur Instagram, une photo qui a tout changé et m'a donné une idée de vengeance que je n'aurais jamais cru mettre à exécution. La photo provenait de l'Instagram de la sœur de Candace. Je ne la suis pas, mais la fille d'une voisine qui est toujours en contact avec Aaron l'a vue et me l'a envoyée. Elle montrait Candace à une sorte de brunch en plein air, souriant largement, un mimosa à la main. Sa fille, ma petite fille, était assise sur les genoux d'une autre femme. Cette partie ne m'a pas frappée tout de suite. J'étais trop concentrée sur l'expression de Candace, comme si elle était intouchable, comme si le monde entier s'était plié à sa façon de faire. Mais ensuite, j'ai regardé de plus près. La femme qui tenait le bébé n'était pas sa sœur. J'ai zoomé. Elle avait peut-être la trentaine bien entamée, tenant ma petite fille comme si c'était la sienne, un collier en or autour du cou, un bracelet fin avec une breloque en forme de cœur au poignet. Et la légende disait, brunch avec mes personnes préférées. J'adore faire partie de ton petit village, ma puce. Le compte était privé, mais le nom d'utilisateur était tagué, @angelmwest. J'ai montré la photo à Aaron ce soir-là. Il est devenu blême. C'est Angela, a-t-il dit. Candace l'a rencontrée dans un groupe de discussion parentale en ligne. Elles se sont rapprochées, mais elle m'avait dit qu'Angela l'aidait juste pour le babysitting. Il a appelé son avocat le lendemain. Il s'est avéré que Candace n'avait pas seulement déménagé à Seattle pour avoir de l'espace.
Elle avait signé un bail temporaire avec Angela. La garde partagée n'était pas son objectif. Elle voulait remplacer Aaron entièrement. Elle est en train de monter un dossier pour prouver que je suis insignifiant, dit-il. Et maintenant, je commence à croire qu'elle avait planifié ça depuis longtemps. Je n'ai rien dit, mais je le croyais aussi. J'avais vu sa façon de fonctionner. Elle ne discutait pas. Elle retirait. Elle effaçait, proprement et silencieusement, tout comme elle l'avait fait avec moi. Alors j'ai pris une décision. J'ai dit à Aaron de me laisser gérer la suite. Ça ne lui a pas plu. Il a dit qu'il ne voulait pas que je me retrouve prise au milieu. Mais je n'étais plus au milieu. J'étais déjà à l'extérieur, observant. Je me suis souvenu de quelque chose d'il y a quelques années. Quand Aaron et Candace sortaient ensemble au début, elle m'envoyait des articles, toujours non sollicités, sur les styles parentaux, la sécurité alimentaire, la toxicité émotionnelle, ce genre de choses. L'un d'eux était un long billet de blog sur les espaces parentaux éthiques. Je me suis souvenu du nom, Root and River Collective. Je l'ai cherché sur Google. Effectivement, ils étaient basés à Seattle. Un mélange de blog parental, de portails de thérapie en ligne et de groupes de soutien New Age. Beaucoup de langage vague. Pas de nom de famille listé, mais une photo montrait Candace en arrière-plan lors d'une retraite de bien-être. Même sourire, même attitude. Puis j'ai cliqué sur un autre onglet, contributeur. Angela Monsieur West. J'ai parcouru ses publications. Elle avait écrit sur la coparentalité consciente et la guérison de la blessure maternelle. Un article s'intitulait Élever sans énergie paternelle, une lettre d'amour à la maternité solo par choix. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. J'ai imprimé l'article, chacune des publications d'Angela. J'ai constitué un classeur. J'y ai inclus la photo Instagram, la légende, la déclaration de mission du groupe, tout. Puis je suis allée à Seattle en voiture. Aaron voulait venir. J'ai dit, non, cette partie devait être la mienne. J'ai réservé une chambre dans un motel bon marché et j'ai attendu jusqu'à lundi. Puis je suis entrée dans le bâtiment de Root and River, habillée de ce que Candace appelait mes habits du dimanche pour l'église, un pantalon simple, un chemisier modeste et les vieilles boucles d'oreilles en or que Dave m'avait offertes pour notre 25e anniversaire. J'ai demandé à la réception de parler à Angela West. J'ai dit que j'étais une donatrice potentielle intéressée à soutenir les mères célibataires. Ils m'ont laissé entrer. Elle m'a rencontré dans un bureau lumineux et ouvert, avec beaucoup de plantes et des tapis neutres. Elle m'a offert du thé. J'ai accepté. Elle n'avait aucune idée de qui j'étais. Je suis tellement inspirée par votre travail, dis-je calmement. Je suis particulièrement intéressée par les enfants que vous aidez. Vous arrive-t-il de servir de tutrice à plein temps? Elle sourit, polie, comme Candace. Pas officiellement, mais je vis avec une mère et sa fille en ce moment. Une situation magnifique. Oh, dis-je. S'agirait-il de Candace? Son visage tressaillit, et je souris. Vous détenez l'enfant de quelqu'un d'autre, dis-je, d'une voix basse et ferme. Et le père est toujours bien vivant. Vous ne sauvez personne. Vous faites partie d'un mensonge. Elle se leva rapidement, le faux sourire disparut. Qui êtes-vous? J'ai fait glisser le classeur sur le bureau. Je suis la femme que votre blog décrit comme une influence régressive, inapte à élever. Je suis aussi une professeure de lycée à la retraite. Et vous venez de me donner plus qu'assez pour une plainte officielle au service de protection de l'enfance. Ses yeux se plissèrent. Vous n'oseriez pas, je me suis levée. Je n'en aurais pas besoin. Vous avez laissé la porte grande ouverte. Je suis sortie sans un mot de plus. Quand je suis rentrée chez moi 2 jours plus tard, les choses bougeaient déjà. L'avocat d'Aaron a reçu un appel du camp de Candace, demandant une pause dans la procédure. Angela a retiré son blog. Le compte Instagram est devenu privé. Candace a envoyé un texto à Aaron, demandant de reconsidérer la conversation sur la coparentalité. Mais je n'avais pas encore fini car j'avais encore une chose à lui donner. Et ce ne serait pas un texto ou un classeur. Ce serait quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. L'avocat d'Aaron a appelé le lendemain matin.
Vous leur avez mis le feu aux poudres, dit-il. L'avocat de Candace supplie pour un accord à l'amiable maintenant. Ils veulent éviter le tribunal. Je n'étais pas surprise. Ce classeur ne montrait pas seulement qu'Angela agissait comme une tutrice de fait. Il montrait que Candace avait déjà émotionnellement remplacé Aaron en tant que père. Les juges n'aiment pas ça. Pas quand un parent biologique est présent, stable et essaie. Et pas quand il y a des documents publics. Mais je ne voulais pas que ça se termine par un accord discret et que tout le monde s'en aille sans conséquence. Ce n'était pas suffisant. Candace m'avait arraché de la vie de mon fils comme si j'étais un mauvais souvenir. Elle m'avait fait me sentir petite, arriérée et insignifiante dans ma propre famille. Et elle avait essayé de m'enlever ma seule petite fille tout en souriant à ce sujet lors d'un brunch. Alors j'ai appelé Aaron. Je viens à la réunion, ai-je dit. Il a hésité. Tu n'es pas obligé. Je veux venir. La réunion de conciliation était prévue dans un espace de bureau neutre à Columbus. Candace est venue en avion. Elle a amené son avocat. Angela n'était pas là, mais je savais qu'elle regardait depuis l'ombre, comme toujours. Quand Candace est entrée dans la salle de conférence et m'a vue assise à côté d'Aaron, son visage s'est légèrement tordu, comme si elle avait mordu dans quelque chose d'acide mais ne pouvait pas le recracher devant les adultes. Elle ne m'a pas adressé la parole. N'a même pas hoché la tête. Son avocat a commencé par un discours préparé. Nous pensons qu'il est dans le meilleur intérêt de l'enfant de rester principalement sous la garde de sa mère tout en permettant au père des visites flexibles. Non, ai-je dit. L'avocat a cligné des yeux. Pardon. Je me suis penchée en avant. Elle m'a exclu, a menti à Aaron, a emmené son enfant à l'autre bout du pays, a laissé une autre femme s'en occuper sans droits légaux, a construit une fausse famille, et maintenant que tout s'effondre, elle veut reconsidérer les choses. J'ai regardé Candace. Tu as tenu à me dire que je ne pouvais pas évoluer. Alors laisse-moi te montrer ce que j'ai appris. J'ai fouillé dans mon sac à main et j'en ai sorti des copies de nouveaux documents, des déclarations sous serment que j'avais demandé à mes anciens élèves d'écrire, des lettres de mère que j'avais encadrées au fil des ans, une déclaration de la directrice du refuge pour femmes où j'avais donné les affaires de bébé, disant que j'étais l'une des personnes les plus altruistes qu'elle ait jamais rencontrées. Et puis le meilleur, une déclaration notariée d'une femme qui travaillait autrefois à Root and River, quelqu'un qui était parti discrètement après avoir vu comment Angela gérait les arrangements de colocation. Elle disait, Angela manipulait les jeunes mères pour qu'elles coupent les influences toxiques afin qu'elles puissent remplir l'espace. Sa dernière ligne disait, j'ai vu Candace devenir isolée, paranoïaque et totalement dépendante. Ce n'est pas de la coparentalité. C'est de la coercition. L'avocat de Candace a parcouru les papiers. Son visage est devenu blanc. Candace a alors essayé de parler, mais sa voix s'est brisée. C'est de la diffamation? Non, dit Aaron. C'est la responsabilité. Finalement, elle n'a pas eu le choix. Ils ont offert à Aaron la garde partagée 50-50e sur le papier, mais en pratique, ce serait plutôt du 60-40e en sa faveur. Ils garderaient leur fille en Ohio pendant l'année scolaire. Candace pourrait lui rendre visite pendant les vacances et l'été. Ils étaient tenus de rencontrer un conseiller en coparentalité désigné par le tribunal chaque mois. Et Angela, elle n'était plus autorisée à avoir des contacts non supervisés avec l'enfant. Le tribunal a qualifié sa relation avec Candace de « préoccupante ». Mais même cela ne me suffisait pas. Alors j'ai tendu à Candace une dernière chose en sortant du bâtiment. Une petite enveloppe. Elle l'a ouverte là, dans le couloir. À l'intérieur se trouvait une photo du vieux berceau que Dave avait construit, celui qu'elle avait qualifié de « dangereux ». Et un mot, ceci a abrité une vraie famille autrefois. Dommage que tu ne sauras jamais ce que ça fait. Elle ne m'a pas poursuivi. N'a pas crié. Elle est juste restée là, figée, le regardant fixement pendant que le monde continuait d'avancer autour d'elle. Des semaines ont passé. Aaron est revenu vivre à la maison pendant un certain temps. Nous avons pris les choses lentement. Il y avait des silences gênés, de vieilles douleurs, mais nous avons reconstruit, pièce par pièce. La première fois qu'il a amené ma petite fille, elle s'est endormie sur mes genoux après que je lui ai lu « Devine combien je t'aime ». J'ai baissé les yeux sur sa petite main blottie dans la mienne.
Et j'ai su que je n'avais pas perdu ma famille. Je l'avais juste reprise à quelqu'un qui n'avait jamais mérité de la détenir. Maintenant, chaque fois que je passe devant cette chambre d'amis vide, fraîchement repeinte, le berceau remplacé par un vrai lit d'enfant, la bibliothèque pleine de nouvelles histoires, je ressens quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas de colère, pas de chagrin, juste la paix. Une paix réelle, tranquille. Le genre de paix qui ne vient que lorsque la tempête est passée et que chaque tort a finalement été réparé.